Bonjour, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et surtout pour ce que tous nous allons faire ensemble après cette conférence. La production alimentaire unit le monde. Nous sommes tous conscients du fait que les deux premiers droits de l'homme à défendre sont le droit à l'alimentation et à la santé, être en bonne santé, afin de pouvoir contribuer au bien commun et à l'avenir de nos sociétés. Si l'on regarde le monde tel qu'il est, nous ne pouvons que reconnaître que ces deux droits de l'homme sont continuellement et constamment bafoués et que les politiques actuelles des principaux États et institutions, à quelques remarquables exceptions près, nous conduisent vers un monde bien pire si on n'intervient pas. Nous sommes sur le point de devenir inhumains. La question n'est donc pas de commenter davantage ce qui se passe ou de se plaindre, mais de faire quelque chose pour y remédier. C'est pourquoi nous sommes ici, pour mobiliser le meilleur de nos cultures et de nos nations, afin d'engendrer un monde où les véritables pouvoirs créatifs de l'humanité pourront prospérer contre vent et marée. Cela commence par la production alimentaire, qui unit tous les peuples au-dessus et au-delà des barrières culturelles et linguistiques. Cela semble banal de dire de telles choses, mais le fait que nous y soyons contraints moralement et économiquement est précisément le signe de la condition inhumaine dans laquelle nous sommes plongés, avec la menace immédiate que plus de 100 millions de nos semblables pourraient mourir de faim, jusqu'à 300 000 par jour. 300 000 par jour, je répète, alors que nos agriculteurs sont piégés dans un monde malthusien où ils ne peuvent littéralement plus respirer. Si nous partons de ce dont l'humanité a besoin, en tenant compte des exigences d'une alimentation adéquate en quantité et en qualité, de la suffisance pour tous et de l'indispensable nécessité de créer des stocks alimentaires, nous devons d'abord doubler la production mondiale alimentaire. Produire jusqu'à 5 milliards de tonnes de céréales, par exemple, signifie de doubler plus que la récolte mondiale actuelle. Aux États-Unis, les gens disent, nous, les agriculteurs américains, on est capable de nourrir le monde. On entend la même chose en Europe. Nous, les agriculteurs européens, nous pouvons nourrir le monde. Et nous entendons le reste du monde dire, nous aussi, nous pouvons assurer notre sécurité, notre souveraineté alimentaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se fait-il pour que ce potentiel n'est pas actualisé? Tout d'abord, le monde entier est dirigé par une dictature financière de Wall Street et la City de Londres, qui ne soucie nullement des gens et en fait promeut ouvertement la dépopulation mondiale. Incapables, selon leurs propres termes, de garder leur pouvoir et de nuire le monde en même temps, ils préfèrent garder leur pouvoir et envisager un monde peuplé de moins de 2 milliards d'êtres humains. Ils laissent à leurs idéologues la tâche de promouvoir cela sous des couleurs noires ou vertes. De- Deuxièmement, les ramifications de cette dictature financière, c'est-à-dire les cartels alimentaires et agricoles, dominent ou contrôlent toutes les chaînes de transport, de distribution et de vente des denrées alimentaires, y compris la plus grande partie des terres cultivables du monde. Troisièmement, une idéologie antiproductiviste est promue
parmi les populations urbaines dans les secteurs de l'économie des services, majoritaires en nombre dans les pays occidentaux, parions à la fois sur leur ignorance de ce qu'est réellement une vie productive et sur leur pessimisme culturel induit par les médias et l'industrie du divertissement. Il n'y avait pas de stock de masques ou de tests dans nos États occidentaux pour faire face à la pandémie de coronavirus, tout comme il y a presque plus de réserves de céréales aujourd'hui pour faire face aux pénuries alimentaires. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et les cartels ont laissé les marchés prendre cette chose en charge. Ainsi, la Chine dispose d'un an de stock de céréales pour ses besoins, la Russie de 6 mois, les États-Unis beaucoup moins, et l'Union européenne au mieux de 45 jours, pour le moment bien moins. Dans le cadre de son fameux Green Deal, la Commission européenne a décidé de réduire de 50% l'utilisation des pesticides, de 20% les engrais et de 50% l'utilisation des antimicrobiens pour le bétail et l'aquaculture. Elle prévoit de réserver 25% des terres à l'agriculture bio, alors que c'est 7,5 aujourd'hui. Le fait est que sous prétexte de s'occuper de nous, ils obéissent à leur véritable maître financier et réduisent les moyens de production sans fournir la moindre alternative pour nous nourrir. Il est criminel de ne pas maintenir des réserves alimentaires. Il est criminel d'avoir fait baisser les prix agricoles en dessous du coût de revient. Il est criminel d'avoir dressé les producteurs du monde les uns contre les autres pour faire baisser les prix qui leur sont payés au profit de cartels mondiaux de céréales, de viande, de semences ou de produits de la mer. Il est criminel que dans les pays les plus pauvres du monde, on accepte des pertes post-récolte de 70% résultant de l'absence de la chaîne du froid et faute de silos capables de protéger les récoltes contre les rongeurs. Il est criminel de contraindre ces pays à payer plus pour le service de la dette envers les organismes financiers que pour la construction et l'entretien d'hôpitaux ou d'écoles. Comme Lino Larouche l'a dit à plusieurs reprises, le modèle de la Compagnie britannique des Indes orientales, une organisation privée qui s'est répandue dans le monde entier, contrôlant les chaînes de production, de transport et de commerce. Cette crise devrait donc être l'occasion de reconnaître le droit absolu de produire de la nourriture et de se débarrasser du système de monopole des cartels. Bien entendu, cela ne peut se faire comme une chose en soi. Cela exige qu'on prive ces cartels de leur financement en provenance de Wall Street et de la City de Londres, en provenance de l'Empire britannique. Pardon. Les politiques criminelles dans le domaine de l'alimentation et de la santé apparaissent en ce sens pour les peuples comme la face visible de l'iceberg de l'oligarchie et deviennent ainsi notre principale arme pour les combattre, pour leur faire comprendre que se battre pour une nouvelle loi Glass-Steagall de séparation bancaire, une politique publique de crédit, une banque nationale, que ce n'est pas une question technique, mais une question très concrète de vie, la vie ou de mort. Le système financier actuel ne peut pas être maintenu par un ordre public injuste qui a muté en un système de chaos et de désordre basé sur une bulle de tout et n'importe quoi qui tue de plus en plus en se gonflant. C'est pourquoi nous devons revenir et repenser la manière dont nous pouvons inspirer une stratégie basée sur les 4 lois de Lino Larouche, car elles représentent l'architecture unificatrice d'un changement. Pour le dire plus concrètement, la seule sortie de secours pour échapper à l'incendie. Puisque je suis
En Europe de l'Ouest, je me sens obligé de vous parler un petit peu de quelque chose qui avait bien commencé, mais qui a fini par échouer parce que son environnement n'était pas modelé par un principe cohérent correspondant aux 4 lois de Larouche. Je parle de la politique agricole commune, la PAC, lancée le 30 juillet 1962. La PAC avait 4 piliers, augmenter 4 objectifs, augmenter la productivité, assurer un niveau de vie correct aux producteurs de denrées alimentaires, établir des prix planchers permettant le réinvestissement, garantir l'approvisionnement alimentaire ainsi qu'un prix raisonnable pour les consommateurs. Cela a fonctionné pendant une trentaine d'années sur la base d'un marché unique autosuffisant avec une priorité productive liée au progrès industriel, des tracteurs modernes, des intrants, de l'irrigation, plus une solidarité financière et une préférence communautaire au sein de l'Europe. Les aides et soutiens financiers étaient accordés sous la forme d'un prix minimum garanti aux producteurs, appelés les aides indirectes. En conséquence, les membres du marché commun, comme on l'appelait à l'époque, sont devenus autosuffisants et l'Europe occidentale est devenue le deuxième exportateur mondial de denrées alimentaires. Les exploitations agricoles ont connu une croissance modérée et l'ensemble du secteur agricole a connu une période de prospérité relative malgré sa profonde et rapide transformation. Aujourd'hui, nous avons tous les agriculteurs européens qui protestent désespérément, otages des banques et vivant de subventions, qui se sont endettés, travaillent dur et gagnent très peu, leurs fils et leurs filles abandonnant leurs fermes pour aller dans les villes. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Tout d'abord, sous la pression de la dérégulation financière mondiale, la politique commune agricole a été modifiée dans les années 90, la même période caractérisée par la désindustrialisation, la règle bancaire et la déréglementation, principalement en France, mais aussi dans le reste de l'Europe occidentale. Les aides indirectes basées sur la garantie des prix ont disparu, ont été remplacées par des aides dites directes, proportionnelles à la surface des exploitations. Cela s'est fait sous la pression de l'OMC, sous le prétexte d'éviter les distorsions de prix. En conséquence, dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat des denrées alimentaires, les aides découplées de la production sont principalement destinées aux grands propriétaires terriens, tels que la reine d'Angleterre, le prince de Monaco et le duc de Kent. Les petits et moyens agriculteurs ont été étranglés par la baisse des prix et la diminution des aides. Leur seule option était soit de partir, soit d'être encore plus étranglés par les banques. Dans la banque des agriculteurs, le Crédit Agricole, qui est devenu une banque comme toutes les autres, et pire encore pour ses anciens clients. Le budget de l'Union européenne pour l'agriculture a été réduit en pouvoir d'achat et a diminué en pourcentage du budget total de l'Union européenne. Ajoutez à cela la vulnérabilité de tous les producteurs au système des taux de change flottants, les moyens ou les petits coulent et les grands deviennent de plus en plus des experts des marchés de Chicago plutôt que des vrais agriculteurs. Aujourd'hui, on parle surtout de remplacer les aides directes basées sur les surfaces agricoles par des aides à l'environnement et au climat, dont seuls les très gros producteurs peuvent bénéficier. Il s'agit d'une politique de désertification et de dépeuplement agricole dans un contexte de dépeuplement du monde vert. Sous la dictature financière. Dans le cadre de ce système, il est proposé quelques sparadraps qui sont peut-être relativement utiles, mais qui ne sont pas de nature à changer la donne.
Par exemple, il est proposé que la répartition des aides soit basée non pas sur la surface des exploitations, mais sur le nombre de personnes qui y travaillent. D'autres demandent des stocks de sécurité alimentaire contre l'instabilité des marchés, des prix équitables et des mesures pour lutter contre la faim dans le monde. De bonnes intentions, mais rien qui n'aborde la profondeur du défi. Notre engagement est précisément de le faire, d'aller à la racine du problème. La politique agricole commune a échoué parce qu'elle ne s'est pas occupée de son environnement global. Même chose pour les prix de parité aux États-Unis. Vous ne pouvez pas le faire dans un système qui crée toutes les conditions pour aller dans la direction opposée. En outre, même dans ses meilleures années, la PAC était principalement défensive. En termes français, une sorte de ligne Maginot, condamnée à échouer sous les attaques de flanc ou les attaques d'en haut. Et alors qu'elle a temporairement résolu la crise alimentaire en Europe occidentale, elle n'a rien fait pour organiser les marchés et les stocks alimentaires au niveau nécessaire d'une alliance avec d'autres nations dans le monde. Il est clair que nous avons maintenant, avec les 4 lois de Larouche, non pas comme un mantra, mais comme une feuille de route pour la lutte, les moyens de rompre avec les règles du jeu existants. Ce qui n'a pas été fait par la PAC. Mais pour cela, nous devons inspirer et faire pression sur les peuples du monde afin qu'ils fassent pression sur leur gouvernement. C'est une question de vie ou de mort. Et ça ne peut être... Il faut un engagement tenace avec un sens de victoire. C'est pourquoi, en guise de conclusion, permettez-moi de vous parler de 2 choses. D'abord, sur ce qui peut inspirer. Il y a bien sûr les 4 lois de Larouche. Ma réponse explorerait en relevant les défis qu'ils posent. Il y a leur application que nous avons décrit dans nos 2 derniers programmes. Construire un système de santé mondial maintenant. Le Larouche Apollo, la mission Apollo de Larouche pour vaincre la crise pandémique mondiale. Et j'ajouterai au-delà de la crise pandémique. Et ensuite, le plan Larouche pour la réouverture de l'économie américaine. Le monde a besoin de 1,5 milliard de nouveaux emplois productifs. Ce n'est que par cette vision globale, loin de tout esprit de clocher, mais basée sur un développement dynamique, que nous pouvons inspirer les personnes qui sont aujourd'hui noyées par l'information et constamment plongées dans des situations les conduisant à des échappatoires émotionnels. Des 2 côtés de l'Atlantique. C'est par notre exemple personnel et un sens tenace de directionnalité que nous pouvons les amener à devenir des organisateurs politiques libres. Enfin, je voudrais ajouter à cela un exemple directement lié à notre sujet, c'est celui des maisons familiales rurales, le MFR. Un projet lancé en France par l'abbé Granereau, un curé de campagne qui a introduit une nouvelle façon d'apprendre dans les zones rurales de France et au-delà. Il existe aujourd'hui 432 de ces maisons rurales en Europe, 112 en Amérique latine, 118 en Afrique, en Mauritanie, en République démocratique du Congo, en Guinée, et dans l'océan Indien et quelques-unes en Asie. En France, cet enseignement est géré en association avec l'État et les collectivités locales, avec l'accent sur l'implication de la famille. L'abbé Granereau est le fils d'une famille de paysans qui très tôt a remis en cause à la fois l'organisation napoléonienne et pyramidale du système éducatif français
et le fait que l'enseignement public conduisait les meilleurs fils de paysans à abandonner l'agriculture, à quitter la campagne et à rompre souvent, très souvent, de rompre avec leur famille traditionnelle. Granero décide alors de résoudre le problème en lançant un nouveau système qui lui est propre, que les familles peuvent s'offrir et qu'il appelle, pour les inspirer, il demandait l'aide de Notre-Dame de la Révolution sociale. Son idée était de faire en sorte que les élèves en âge de fréquenter le lycée résident une semaine par mois dans un foyer d'enseignement pour y suivre une formation professionnelle qu'on dispensait non loin de leur domicile et qu'on dirigeait conjointement avec les familles et plus tard avec les enseignants. And run jointly with their families, and also with the teachers. The program ran from Le November. programme se déroulait de novembre à avril afin que les parents puissent garder leurs enfants le reste du temps pour travailler à la ferme. L'enseignement était payé par les parents et le statut des élèves était celui d'un apprenti. Pendant les 3 autres semaines du mois, les élèves recevaient 2 heures de devoirs par jour, chaque jour, et il en fait. La clé de son succès était la responsabilité associative des familles, l'intégration familiale, le respect de la personnalité individuelle de chaque élève ou étudiant et la promotion d'actions de développement social. They were not like units, they were persons. And the promotion of actions of social development. Visits to farms. Ils allaient visiter les fermes produisant des outils modernes, des tracteurs ou des engrais. Going for advice on various Et pour prendre conseil de tous ceux qui pouvaient aider à développer la production. Granero a commencé en 1935 avec 3 agriculteurs engagés pour soutenir son projet et 4 apprentis. Il a réussi en une trentaine d'années à changer le destin du monde rural et à éviter, à l'époque, son avilissement. Le secret de sa méthode était d'être très rigoureux et en même temps de responsabiliser les étudiants. Pour chaque activité, l'un d'entre eux était désigné comme responsable pour les autres. Son rôle était de donner à tous un enseignement de bon niveau, redonnant leur dignité à ses frères agriculteurs et une connaissance des nouvelles méthodes de production dans le cadre de ce qu'il appelait une éducation des âmes. Pour Granero, un bon agriculteur devait être ce qu'il appelait un scientifique de la terre. Lorsque le nombre d'élèves et d'étudiants était suffisant, il séparait les fonctions d'enseignement sous la direction d'un bon et dévoué professeur du lycée agricole de Purpan, l'école de haut niveau de Purpan à Toulouse, et celle d'orientation dont il était responsable à plein temps. Granero cherchait à créer des leaders paysans pour entrer dans le nouveau monde à venir avec des principes chrétiens. Il a inventé sur la route, une méthode active basée sur l'exploration, la coopération, la participation et la confiance mutuelle. Il a lui-même changé durant toute sa vie. Il a créé une section pour les jeunes femmes et les jeunes filles, puis a organisé une école mixte qui à l'époque était absolument scandaleux, en promouvant soigneusement le respect mutuel des deux sexes, et enfin a ouvert ses écoles à toutes les familles, comprenant que la notion de famille et de respect mutuel
était essentiel et au-dessus des affections religieuses, des affiliations religieuses. Excusez-moi. Beaucoup de gens, ça a choqué, mais lui, ça lui plaisait. Je suis convaincu qu'une telle approche, basée sur le respect de chaque esprit individuel et le service de l'autre, devrait être pris en considération comme une inspiration pour nos méthodes d'éducation. Non pas sur quoi Larouche fait souvent les polémiques, non pas pour les imiter, les copier à la lettre, mais pour suivre son esprit d'exploration et de créativité. Dans les pays où la culture agricole est ancienne, comme en Afrique, cela pourrait être un modèle pour assurer la transition du travail agricole, comme cela a été le cas en France. Le cas de Granero est également une bonne référence pour changer les choses. Nous devrions nous-mêmes réfléchir beaucoup plus à ce que Larouche a fait au début, rassembler quelques personnes dans un projet pilote abordant non pas des questions académiques, mais de haut en bas, les principaux défis de notre temps et envoyer des mémos et lancer des débats tout le temps avec les quelques personnes autour de lui. C'est alors que ça marchait, c'est alors que l'on ressent la plus grande excitation dans ce processus. C'est là où ça suscite la plus grande excitation à discuter, à débattre, à enrichir un programme et en même temps, et même la plus grande excitation à que ce programme puisse devenir une réalité. Parce que ça inspire. Faisons-le.